Constance. Ça va pas tenir! C'est pas moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Je sais que c'est vous qui l'avez enlevée. Quel dommage que vous ne vouliez travailler pour moi. Qu'avez-vous fait d'elle? Vous me paierez cette offense. Et il me dira où elle est ou je jure de le tuer. Prends garde, D'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, D'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Mousquetaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Hey coucou, c'est Cédric, votre podcasteur préféré. Je suis actuellement en compagnie d'un directeur de casting indépendant, mais également chargé de figuration. D'ailleurs, il nous expliquera quelle est la différence entre ces deux postes. Et oui, mon invité, comment vous dire, il connaît toutes les personnes avant que vous les connaissiez sur grand, petit écran ou même au théâtre. J'ai la chance du coup de rencontrer Clément Nobecourt. Salut Clément. Salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais, super. Un peu frisqué, mais bon. Oui, alors on le rappelle. Et c'est pas une grande surprise parce que les follow qui sont là savent exactement qu'on enregistre cet épisode. On est fin novembre. Et novembre 2025, évidemment. Et cet épisode sera diffusé, je vais y arriver, le 13 avril 2026. Donc on va se projeter un petit peu, si toutefois il y a des projets à venir pour l'année qui arrive. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est connaître ton métier. Parce que, évidemment, au théâtre, moi-même étant auteur, metteur en scène, indépendant, évidemment, j'ai eu ce poste, entre guillemets, le fait de caster des gens. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que c'est les premiers instants, tu rencontres les personnes ou tu rencontres potentiellement des petites pépites. Et moi, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment l'instant de surprise, généralement de belles surprises. Et c'est quand même très, très agréable. Et justement, voilà, avant d'amener tout ça, que tu nous racontes un petit peu quel est le process, etc., pour ce genre de truc, j'aimerais connaître un peu ton histoire. Qui es-tu? D'où viens-tu? Est-ce que tu as eu une formation pour faire ce poste-là, etc. Dis-nous tout. Alors, moi, je fais du casting depuis 2014. J'ai commencé en étant comédien parce que, évidemment, il n'existe pas vraiment de formation. Enfin, en tout cas, à mon époque, il n'existait pas de formation pour être directeur de casting. Donc, tu es comédien d'origine? Ouais. Ok, super. J'ai commencé, je me suis dit que j'avais envie de travailler dans le cinéma. Mais je savais pas trop quel poste. Ouais. Et puis... Vous avez fait une école de théâtre? Ouais, j'ai fait 3 écoles. J'ai fait l'ECA, j'ai fait le Studio Müller et puis le Conservatoire du 10e. D'accord, donc pur parisien. Ouais, c'est ça. Super, trop bien. Ok, super. Et puis ensuite, j'ai écrit des pièces de théâtre que j'ai mis en scène, etc. Et puis j'ai rencontré Adèle Esposito, qui est directrice de casting aussi. Et j'ai été donc son assistant. Puis ensuite, je l'ai remplacé. Et puis voilà, et ensuite c'est parti. C'est parti comme ça. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment
enfin, c'est la direction de l'acteur qui m'a vraiment plu. C'est le fait de, comme tu dis, alors on rencontre des pépites, mais c'est aussi le fait de voir ton texte prendre vie en fait. Exactement. Parce que en fonction des comédiens qu'on va voir, des comédiens, des comédiennes, ton texte va prendre vie de manière différente. Et chaque comédien va amener quelque chose, va amener sa spécificité, va amener sa manière de voir le texte, de jouer le texte. Et c'est ça qui va être intéressant. Parce que je pense que tu vois, tu peux faire de la mise en scène, évidemment, tu peux les faire travailler, leur faire faire quelque chose de différent, voire de totalement opposé. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que le comédien arrive déjà avec une idée en tête et ce qui va te proposer, ça va être à partir de ce qui va te proposer que le réalisateur ou le metteur en scène va travailler et va avancer, quoi. Sauf si vraiment c'est quelqu'un qui a un physique incroyable et dans ce cas-là, tu le veux absolument et là, voilà, on va plus travailler, mais pour faire des choses qui vont être différentes. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on est très tributaire du temps, parce que le problème c'est l'argent, le temps c'est de l'argent, voilà. Et donc souvent les réalisateurs ou les metteurs en scène, on n'a pas énormément de temps de répétition, énormément de temps de travail justement avec le comédien. Donc on a besoin qu'il soit pas déjà prêt, mais qui est un peu déjà dans son rôle, quoi. Voilà, en tout cas que la proposition qu'il va faire, que l'interprétation, moi j'aime bien dire que quand on est comédien interprète, que l'interprétation qu'il va faire du texte est déjà amène quelque chose déjà qui va intéresser soit le réalisateur, soit le metteur en scène. Et moi mon travail, ça va être justement de voir plusieurs comédiennes interpréter différemment ce texte-là. Et ensuite moi en proposer que 3, 4, 5 au réel ou au metteur en scène, des personnes qui vont amener des idées différentes et des choses différentes, et après ça va être lui qui va choisir là-dedans ce qui va l'intéresser. D'accord, super, trop bien. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les novices quelle est la différence du coup entre directeur de casting et chargé de figuration? Oui, alors en fait la sélection des rôles et des petits rôles et des figurants, c'est divisé en deux, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les rôles, donc les rôles principaux et là où toutes les personnes qui ont beaucoup de texte, quoi, les personnages principaux de l'histoire. Et ensuite, donc ça c'est les directeurs de casting qui s'occupent de ça. Et ensuite, ça va être coupé. Les chargés de figuration, lui, il va faire les petits rôles, c'est-à-dire ceux qui ont quelques phrases, et ensuite les silhouettes, donc 1 ou 2 phrases, et ensuite pour finir les figurants, ceux qui parlent pas du tout, qui sont là pour donner vie au décor, quoi. Et donc le chargé de figure, il va s'occuper de la figuration, des silhouettes et des petits rôles. D'accord. Super. Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps maintenant, tu dis? Depuis 2014, donc ça va faire 11 ans. Ah oui, déjà. Wow. Et ça va, tu te lasses pas du métier? Non, c'est ça qui est chouette, c'est que on change, c'est comme quand t'es comédien, chaque projet est différent, là c'est pareil. Surtout que moi j'ai fait de la télévision, de la publicité, du cinéma, des pièces de théâtre, j'ai fait vraiment des projets différents, et à chaque fois il faut s'adapter en fait à je m'adapte à mon client en fonction de ce qu'il va vouloir, sachant que ma spécialité ça va être quand même du sauvage c'est-à-dire du casting sauvage, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire des comédiens qui sont pas encore connus, ou alors qui sont pas. Tu veux dire que tu peux potentiellement aller voir quelqu'un dans la rue en disant c'est vraiment ça, ce qu'on appelle le casting sauvage normalement, mais après est-ce que tu fais ce genre de choses? Alors ça se fait si en fait ça dépend du réalisateur ou du metteur en scène, parce que s'il se sent prendre quelqu'un dans la rue et le mettre devant une caméra par exemple,
Ça peut être quitte ou double, c'est-à-dire qu'il peut être à l'aise et se mettre à jouer, c'est génial. Ouais. Ou alors, pareil, ça peut être complètement bloquant parce que comédien, c'est un métier, ça s'apprend. Bien sûr. Tu peux effectivement avoir des facilités, mais Mais par exemple, pour quelque chose, pour de la figuration, par exemple, oui, de la silhouette, etc. S'il y a quelqu'un physiquement qui ressemble à ce que vous recherchez, que le réel recherche ou le metteur en scène recherche, est-ce que ça t'arrive du coup d'aller dans la rue en disant je suis directeur de casting, votre profil m'intéresse, ou est-ce que tu vas par exemple, je sais pas, sur les réseaux sociaux en disant, en écrivant à des personnes en disant je suis tombé sur votre profil, je vois que vous faites de la figuration, est-ce qu'on peut se rencontrer? Comment ça, c'est ça aussi un peu oui, casting sauvage? disons que moi, mon travail, tous les directeurs de casting font ça. Ils ont une espèce de base de données. Chacun a sa base de données. Ouais. Quand une production fait appel à un direccast, il fait appel au directeur de casting et de sa base de données. Et c'est quelque chose qu'on alimente tous les jours. Ouais. Donc, je vais effectivement soit prendre quelqu'un dans la rue, voir qu'il a quelque chose d'incroyable dans son, d'intéressant en tout cas dans son physique, et je vais peut-être lui demander pour voir si je peux avoir ces informations, etc., et le mettre dans ma base de données figurants, ou alors au contraire, comme tu dis, sur les réseaux sociaux, ou recevoir... ou sur scène aussi, j'imagine que tu sur vas voir des scène, gens et que tu leur dis au cinéma. j'ai pensé à vous après avoir vu telle pièce. J'imagine que en c'est un fait, peu, ce qui se passe, c'est que je vais voir la personne qui m'intéresse, je vais la rajouter dans ma base de données, et ensuite j'attends d'avoir le projet qui va pouvoir lui correspondre. D'accord. Et comme je dis souvent, il y a des gens dans ma base de données qui sont super, mais que j'ai jamais contacté parce que le projet n'a pas, enfin, il n'y a jamais eu le projet. Bien sûr. Et quelqu'un qui veut faire de la figuration pour peut-être même la première fois de sa vie, c'est possible de te contacter et de dire j'ai toujours rêvé de faire de la figure dans un film ou un truc. Est-ce que c'est possible? Alors, je sais pas comment dire. J'allais dire pas vraiment. En fait, c'est possible, mais moi, disons que j'ai été comédien et je sais qu'il y a beaucoup de comédiens qui font de la figuration pour leur cachet. Ouais. Et si jamais j'ai besoin d'une figuration, enfin n'importe quelle figuration que je vais avoir besoin, je vais prendre la majorité des figurants, en fait ça va être des comédiens. Parce que c'est des gens qui sont en galère, et donc qui vont être à l'heure, qui vont... alors, ils sont... Tu cherches plutôt des profils professionnels. Plutôt des professionnels. D'accord. En majorité, et après évidemment... Parce que pour de la silhouette, pas de la silhouette, même de la figuration simple comme tu dis, ou genre un passant, un truc, pas forcément besoin d'être comédien, on est d'accord. Non, après c'est vrai que la figuration, comme je dis souvent, c'est pénible. Et souvent c'est des horaires à rallonge, on n'est pas très bien traité, c'est à perpète le cul, etc. Des fois c'est pas défrayé, etc. Donc souvent je dis ça, donc c'est pas super, c'est long, faut attendre, etc. Donc je préfère prendre des professionnels qui savent pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont là parce qu'ils ont l'habitude, ils sont contents d'avoir leur cachet, etc. Bien sûr. Et il y a des gens qui ont des physiques vraiment, enfin qui matchent. Il faut évidemment que je vais construire ma figuration, c'est-à-dire que si j'ai la dernière fois j'ai fait un parking, comment ça s'appelle, dans un parking souterrain, un combat à main nue, il fallait les spectateurs de ce combat. D'accord. Voilà. Donc il faut des mecs, donc je vais un peu dans les stéréotypes, tu vois, des gens qui ont un peu des gueules, etc. Et là, je trouve tu peux trouver beaucoup de comédiens qui vont correspondre. Oui, bien sûr. Et au milieu de ça, rajouter lui que j'ai rencontré il y a super longtemps dans le métro. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ceux que tu trouves comme ça en casting sauvage, j'en prévois toujours 10% de plus. Parce que je sais qu'ils vont pas venir, parce que finalement, quand je leur dis qu'il faut être sur place à 7h du matin, ça les saoule, etc., etc. Ouais, je comprends. Donc, je suis obligé de me laisser une sécurité, quoi. D'accord.
Super. Mais évidemment, souvent les silhouettes parlantes, tout ça, il faut que ce soit des comédiens parce qu'il faut qu'ils se débrouillent devant la caméra. Et encore une fois, ça dépend du réalisateur. Parce qu'il y a des réals qui ont pas, il y en a qui ont peur, entre guillemets, Ouais. qui ont peur de ce genre de réaction et qui se disent ça va me prendre du temps sur mon plan de travail, il va falloir que je refasse la prise. Et d'autres qui, au contraire, aiment justement jouer avec ça, avec le réel, avec les accidents, et donc ils vont être plus aptes à travailler avec du sauvage. Ouais, je comprends. Ça, c'est important à voir en amont. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que, parce que tu parles de réalisateur, donc du coup, on le rappelle, hein, tu ne fais pas évidemment que du théâtre. Ouais. Les gens qui écoutent ce podcast, évidemment, ils ont plus l'habitude d'avoir des portraits de théâtreux, qu'on appelle, mais du coup, on le sait qu'en 2026, le podcast se veut un peu plus large, et du coup, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de te rencontrer. Du coup, tu parles de réalisateur, donc ça veut dire qu'on parle de films, ou de téléfilms, ou de séries, etc. Est-ce que tu as eu l'opportunité de travailler, par exemple, avec un réalisateur qui est connu, ou est-ce que tu as eu aussi la possibilité de caster quelqu'un qui a eu un rôle qui a fait peut-être décoller sa carrière, ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou est-ce que c'est quoi ta cible? Comment ça se passe? J'ai beaucoup travaillé avec José Dayan, qui est une réalisatrice, elle a 85 ans, je pense, là. Elle a fait travailler Depardieu, elle a fait travailler beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler pour elle. D'accord. Donc ça, j'ai fait une dizaine de films, je pense, avec elle. Quand même. Donc je pense que ça, c'était ma plus grosse expérience, on va dire, de réalisatrice un peu connue. Et connue pour être très... comment on dit ça gentiment? Pointilleuse, peut-être. On Elle pourrait est dire ça comme ça. plutôt, ouais, voilà, pointilleuse. Elle est. Mais c'est normal, c'est ce qu'elle veut en fait. C'est pas sévère, oui, voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle a tout en tête. Et elle le dit de façon souvent, c'est sa manière de travailler. C'est une manière de travailler qui est un peu à l'ancienne. Elle est un peu cash, quoi. Oui, voilà. Et dans le métier, c'est ça aussi, hein, parce qu'une femme réalisatrice, non, mais bien d'abord sûr, il y en a peu, évidemment. et c'est vrai que c'est quand même un métier assez et à son difficile. époque, Oui, en il a plus. fallu jouer des coudes. 85 ans, elle a dû en voir des. Mais c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu Ouais, c'est normal. drôle de travailler avec elle. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu une sorte d'anecdote? Alors on va doubler un peu ce truc-là, en fait, on va doubler le plaisir, comme on dit. Est-ce qu'il y aurait une anecdote sur un casting qui s'est extrêmement bien passé et au contraire un autre c'était une catastrophe? Alors, moi, je trouve que ça m'arrive de temps en temps. J'ai pas un truc en tête. On ne demande pas de balancer des noms, hein, t'inquiète. Mais Mais genre une situation où, enfin, je sais pas. Mais oui, en fait, ça m'arrive de temps en temps d'avoir un comédien qui rentre, il fait la scène, et tout de suite, tu te rends compte qu'en fait, il a tout compris, Ouais. et ça matche parfaitement, et je suis là, bah voilà, j'ai rien à dire. Ouais, c'est La parfait. personne, elle arrive, Rien à elle dire. le fait, Ouais. et t'es, ah ouais, t'as compris, on l'a refait pour la refaire. Ouais. Mais Il y a toujours un doublé oui, on double pour voir si c'était un coup de chance ou un truc comme ça, quoi. Bien sûr. Et après, si je peux essayer de me dire, bon, des fois je force le truc en disant, bon, je te donne quand même une indication pour te faire travailler, mais sinon, voilà, t'as compris, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant de voir que tu as certaines personnes. C'est rare, on va dire. C'est rare, ouais. Où ça match parfaitement. Ouais, bien sûr. Et là, tu es content. Oui, bah tu es top. Parce que Et nous, du coup, à l'inverse, ouais, et l'inverse, nous, notre travail, ce que je voulais te dire, c'est que nous, notre travail, c'est de trouver quelqu'un. Donc, évidemment. tu vois, si jamais tu te retrouves à faire ton casting et justement, à l'inverse,
à se rendre compte que finalement ça ne matche pas du tout. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que on commence, souvent c'est le casting d'une journée, et on commence à caster et on se rend compte que en fait la personne est trop vieille ou j'en sais rien, ou au contraire trop jeune. Ou ce qui se passe aussi, c'est qu'on commence à caster, on a fait les rendez-vous et le réalisateur appelle en disant finalement j'ai trouvé l'autre, par exemple il fallait un couple, j'ai trouvé le mec. Comment est-ce que, il a tel âge, et donc je me dis non, le problème c'est que ça a pu, parce que toutes les femmes que je caste, elles ont plus le même âge qui correspond. Ouais, voilà, exactement. Et ça m'arrive donc de faire tout un casting en sachant pertinemment que les personnes elles vont pas être sélectionnées. Et est-ce que, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est est-ce que par exemple, le réalisateur, le ou la réalisatrice, bien sûr, te demande un profil particulier, et que toi, en ayant vu nombre comédiens, comédiennes, tu te dis non, en fait, c'est cette personne-là qu'il faudrait pour ce film-là. Est-ce que tu arrives, du coup, à faire changer l'avis du réalisateur, ou est-ce que ça c'est non et c'est un non catégorique, c'est ce profil-là que je veux et personne d'autre? En fait, par la force des choses, il y a un moment, il est obligé de changer. C'est-à-dire que ce qui se passe quand tu es réalisateur, c'est que évidemment, tu as envie d'avoir Leonardo DiCaprio qui fait tous les rôles, ou Kate Blanchett qui fait le serveur, ou machin. Et il y a un moment, malheureusement, on ne peut pas... Non, mais tu vois. Mais je comprends, c'est normal, tu as envie d'avoir vraiment le top du top pour tout. Et en fait, après, des fois, ce qui se passe, c'est que ils vont demander plus cher. Il y a des comédiens qui vont... bien sûr. En fonction de... Bien sûr. Et il y a des fois, je peux pas, je suis obligé de prendre des gens qui sont pas forcément connus. Et les gens qui sont moins connus, soit tu as de la chance de trouver une pépite, mais comme son nom l'indique, c'est pas facile après. Soit il faut accepter que la personne qui va jouer ce rôle soit un peu moins bonne que ce qui est prévu, quoi. Mais c'est vrai que c'est chiant. Oui, évidemment. Tu as envie de trouver des pépites sur chaque casting, pour chaque rôle, quoi. Tu vois. Bien sûr. Mais ça arrive parfois que il y a plein de rôles où tu as des gens qui sont super, et puis ce rôle-là, impossible à trouver parce que c'est compliqué, parce que je comprends pas, j'ai vu tout le monde, j'ai vu tout Paris, et je trouve pas, quoi. Tu fais uniquement des castings sur Paris? Non, je fais aussi en Bourgogne. J'habite en fait c'est marrant, dans le 77, moi j'habite dans le 77 vers Sens. D'accord, je vois, très bien, je vois. Ouais, mes parents sont en Bourgogne, donc je connais bien. Ouais, effectivement. D'accord, t'habites par là. D'accord. Ouais. Et donc je fais Paris, région parisienne, et puis la Bourgogne, Sens, Dijon, ça dépend. Ah, super, trop bien. Eh bien, ça c'est, tu vois, c'est agréable. Il n'y a pas que Paris. Il n'y a pas que Paris. Et ça, c'est agréable. Mais comme les projets sont à Paris, tu vas à Paris. Oui, évidemment, bien sûr, c'est normal. On a reçu une question d'une followers, mais qui n'est pas n'importe quelle followers. J'expliquerai après. Mais avant ça, du coup, j'aimerais que tu puisses donner une sorte de conseil. C'est comment réussir son casting. Alors, comment réussir son casting? C'est la question. Eh oui. Je fais des ateliers qui durent 5 heures où je parle de ça. Ah. Mais je vais... Du coup, tu coaches. Ouais. Ah oui, c'est pas un simple directeur de casting, du coup. C'est bien plus que ça. Je coach soit pour justement préparer au casting, ou alors quand la personne elle est sélectionnée. J'ai coaché par exemple un comédien là qui faisait le rôle du méchant dans une série pour France 2. Et où le but, en fait, l'idée c'est que essayer de pour chaque scène, travailler chaque scène en se disant comment je fais pour rendre cette scène la meilleure scène la meilleure scène du film, quoi. Et donc et en fait c'est comme ça qu'on va travailler aussi, qu'on va préparer le casting. Il faut se dire, quand tu reçois ta petite scène, comment je vais me débrouiller en inventant des choses qui sont pas forcément dans le scénario, puisque de toute manière quand c'est comme ça tu reçois juste les petits textes et c'est tout, donc
t'as pas plus d'informations, mais on fait exprès de pas donner, j'ai discuté de ça il y a pas longtemps, on fait exprès de pas donner d'informations, justement pour pas se retrouver avec tout le monde qui va interpréter de la même manière ce texte. Bien sûr. On a besoin justement de l'inventivité et de la créativité des Évidemment. comédiens et Le comédiennes. spectre aussi de chaque artiste. Exactement. Ouais, évidemment. Et il faut accepter de se planter, parce que c'est pas grave. Vaut mieux se planter en ayant proposé quelque chose que se dire je fais rien, je fais le plus neutre possible et d'arriver de me faire quelque chose de neutre. Et donc là, on va s'ennuyer, quoi. Tu vois, on va voir la scène, on va dire, elle est pas intéressante la scène, donc tu m'amènes rien d'intéressant. Donc en gros, le conseil vite fait, ce serait de, alors évidemment prendre son texte, blablabla, ça va là. Logique. Mais l'idée c'est d'apprendre son texte pas pour apprendre son texte, c'est d'apprendre son texte pour être libéré du texte, pour pouvoir justement travailler dessus, enfin travailler autre chose, tout ce qu'il y a autour du texte. La psychologie du personnage, par exemple. Voilà, et inventer, moi je dirais, la technique, ça va être d'inventer des circonstances qui sont pas dans le scénario, mais qui d'un coup vont amener quelque chose d'intéressant. Tu vois, si jamais il faut matcher avec, j'en sais rien, on fait une scène, un drame où il est censé, c'est très grave, etc. Bah, si tu inventes que juste avant, j'en sais rien, ton père est mort, enfin le père du personnage est mort, donc ça te met dans un état, pam, tu rentres dans la scène et c'est parti, tu commences à parler en ayant ça en toile de fond, ce qui est pas vrai parce que c'est pas écrit dans le scénario, etc. Bien sûr. Mais c'est des petits tips comme ça qui vont pouvoir. Ça me parle, hein, évidemment, parce que je l'ai fait plusieurs fois où quand j'ai dû caster des comédiens ou des comédiennes, les vrais posent ces genres de questions. Est-ce que tu peux me dire dans quelle situation il est exactement, voilà, le personnage, etc. Tu vois, et ça va m'aider pour pouvoir préparer mon casting. Et du coup, ça résonne en moi parce que je me dis c'est tellement intelligent en tant qu'acteur ou actrice de poser cette question et de oser poser la question parce que voilà, et d'arriver avec une vraie proposition. C'est-à-dire que moi j'apprécie beaucoup quand quelqu'un arrive à un casting qu'il est prêt. C'est-à-dire que il a une vraie proposition. Peut-être des fois qu'il dévie un peu par rapport aux informations qu'il a reçues, et justement parce que comme il n'a pas eu toutes les infos, il essaye de proposer quelque chose, et c'est hyper intéressant parce que tu dis ah ouais c'est vrai j'avais pas pensé à voir le personnage de cette manière-là, et ça peut être vachement bien. Mais après moi c'est différent parce que ce sont mes propres projets ou mes propres réalisations, etc. Mais c'est vrai que c'est différent parce qu'on fait appel à toi. C'est-à-dire que ce sont des réalisateurs ou des metteurs en scène qui font appel à toi, qui te disent voilà, il me faut tel ou tel profil, etc. Et c'est toi après qui les recherches et qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu proposes 4, 5 profils différents pour pouvoir après avoir un second casting, j'imagine, avec le directeur, quoi. Voilà, le réal. Voilà. Et du coup, ça m'amène à la question de la followers qui va se reconnaître puisque c'est également une ancienne invitée de mon podcast qui a posé la question. Elle demande quels sont tes conseils pour une bonne bande démo. Très bien. Alors, on peut peut-être expliquer ce que c'est qu'une bande démo pour les novices. Évidemment. Alors, une bande démo, c'est des petits extraits de vous en train de jouer pour qu'on ait à peu près une idée de votre univers, de comment vous jouez et pourquoi pas rajouter un petit peu, montrer ce que vous avez fait. Pardon. La bande démo, il y a plein de gens qui vont dire que c'est pas utile, etc. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, je pense que on a besoin de vous voir jouer. Moi, je pense qu'il faut une bande démo. Après, je pense que à un certain niveau, après, t'as plus besoin de bande démo, mais oui, évidemment, quelqu'un de très connu n'a plus besoin de bande démo, c'est logique. Jean Dujardin, il n'y a pas de bande démo. Voilà, par exemple, pour citer quelqu'un. Mais quand on débute, il faut une bande démo parce que on a besoin de savoir, connaître votre univers, savoir comment vous jouez. Bien sûr. Et voilà. Et ce que vous avez fait, quoi.
Donc pour moi, une bande démo, donc ça dure pas longtemps, ça dure 3 minutes. Ce qui est quand même assez long, 3 minutes. Moi, je Ouais, trouve, voilà. personnellement. 2-3 minutes. Ouais. En fait, l'idée des 3 minutes, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 2 scènes, allez, 2-3 scènes, 2-3 scènes, vraiment dans ce que vous savez faire, là où vous êtes fort, là où vous êtes les meilleurs. D'accord. Genre, c'est vraiment spécifique de moi, mes spécialités, c'est je joue super bien les bad boys, j'en sais rien, un peu. Tu préfères avoir une bande démo par style Ouais. et pas un truc où la personne montre tout. Et Alors, c'est ça? la technique, c'est tu fais 2-3 scènes et à la fin, une espèce de petit medley un peu Eh rapide, oui. de tout Ça, ce c'est que vachement t'as fait, bien. comme ça, on vous voit jouer et vous n'êtes pas obligé parce que ça sert à rien d'avoir une bande démo avec le petit extrait où tu fais le serveur, justement, tu joues avec Dujardin et tu lui parles et donc Oui, tu as bien une sûr. petite interaction, donc c'est cool, mais je te vois pas vraiment jouer, Évidemment. donc ça m'intéresse pas trop. Ah, Et ça te positionne en tant que silhouette parlante plutôt qu'en tant que comédien. Genre, je joue, moi j'ai besoin de savoir c'est quoi les tripes de la personne, c'est quoi voilà, son univers. Bien sûr. C'est ça qui va m'intéresser. trop bien. Voilà. Merci. Donc voilà, des petits extraits et puis après le petit medley à la fin et voilà. Super. Si toutefois, tu avais le pouvoir de ressusciter une personnalité, qui aimerais-tu caster? Alors ça, c'est une très bonne question. Genre, ça veut dire qui j'aimerais découvrir, c'est ça? Ah bah découvrir, si tu avais eu je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais genre De Funès par exemple, tu vois. Oh, ça serait Voilà, incroyable. ça, Bah oui. genre, ah oui, c'est moi qui ai découvert De Funès. Ouais. Et de voir Évidemment. ses premiers pas, c'est tu vois, se dire, ah, c'est Bien génial. Franchement, j'ai pas d'idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut-être que tu admires Bah, écoute, De Funès, c'est un bon exemple. Ah, ça c'est bien, c'est une team De Funès, ça je valide. J'ai pensé à Claudia Cardinal aussi parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps. C'est et vrai. puis, c'est vrai que elle avait un truc assez incroyable. Mais aussi. oui, bien sûr. Elle a une aura. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. qu'il y a des gens comme ça qui ont des auras. Mais tu vois, pour moi, ça fait partie de ces comédiennes, de ces personnalités qui, elle rentre. En gros, c'est vraiment ça. Hein. Souvent, on dit ça. La personne, elle rentre et c'est le personnage. Mais il y a ça, c'est-à-dire que ils ont une espèce de charisme, une espèce d'aura comme ça. Je sais pas expliquer quoi. Ouais, je comprends. Tout de suite la personne. Alors, moi, je pense que c'est conscient. Tu vois, il y a une part quand même consciente, c'est-à-dire que ils savent que, enfin, les comédiens et comédiennes qui sont comme ça, ils savent qu'ils ont ce petit truc, ils en jouent, ils savent travailler avec, ils savent l'amener, ils savent le placer au bon endroit au bon moment, ils savent l'amener dans le personnage, etc. Et c'est là, ça va être là la différence. Ouais, bien sûr. Et ce que je dis tout le temps, c'est il faut vraiment se placer quand tu es comédien en tant que collaborateur. Je viens pour collaborer avec toi sur ce projet. Je viens amener quelque chose plutôt que donnez-moi du travail. Ouais. Parce que du coup, on voit vraiment la différence et Bien sûr. nous, on ne sait pas quoi faire de donner du travail. C'est tellement vrai. On a besoin de gens qui vont proposer des choses et donc il y a eu un moment, les castings étaient rémunérés, c'est-à-dire que les comédiens, ils étaient payés pour passer les castings et c'était super parce qu'effectivement, ça demande un travail Ah bah des oui, comédiens pour... bien sûr, ils se préparaient mieux, Exactement. évidemment, bien sûr. Bon, ça c'était Malheureusement. c'était avant. C'est fini. Je t'ai pas posé la question, mais maintenant ça me vient. Est-ce que la scène te manque en tant que comédien? Bah, Ou est-ce que tu as l'opportunité de retourner sur scène? Ou est-ce que tu dis non, en fait j'ai tourné la page et j'aime ce que je fais et voilà. non, j'ai les deux, c'est-à-dire que évidemment quand je fais de la direction d'acteur ou quand ça me donne envie. Oui. Quand tu coaches un comédien, Exactement, quand tu te mets en mode comédien, Exactement. évidemment. Mais la scène, c'est vraiment différent. Et puis, c'est vraiment un métier qui est, je trouve, difficile émotionnellement. C'est vrai, ça demande beaucoup de sacrifices. Et puis, il faut être vraiment à
à 100%. C'est un métier qui est très très difficile, je trouve, comédien. Extrêmement difficile. C'est pour ça que t'as besoin d'être vraiment un artiste, je trouve. Et je vais accepter que j'avais pas ça en moi, mais c'est pas grave. Je suis content d'accompagner, tu vois, les comédiens, d'accompagner des réalisateurs. Et puis, tu as quand même encore un pied à moitié sur la scène ou sur un plateau d'enregistrement. Voilà. J'ai un pied dans la créativité, justement, avec toute la partie coaching, toute la partie direction d'acteur. C'est ça qui me plaît, évidemment. Bien sûr. Super. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué en particulier? Peut-être via une rencontre ou peut-être ça t'a marqué parce que c'était un casting qui était très difficile ou au contraire ultra, toutes les rencontres étaient géniales. Je sais pas. Ouais. Un projet en particulier et si tu te rappelles du nom du projet ou du film ou de la pièce ou la série. Ouais. Écoute, j'ai pas eu de truc trop marquant comme ça. J'ai travaillé sur Les Trois Mousquetaires. On était une grosse équipe de casting, on était une douzaine de personnes. Parce qu'il y avait énormément de monde, 6000 figurants. Oui, c'est énorme. Alors, c'est la version avec Pierre Ninet, tout ça, non? Oui, c'est ça. D'accord. Je crois que c'était Pierre Ninet. Non, c'est pas Pierre Ninet. Attends, je confonds toujours. C'est François Civil. Ah, mais oui, bien sûr. Il y a 2 films, en fait. Ils ont tourné les 2 films en même temps. Oui. C'est Milady et D'Artagnan. Oui, c'est vrai. Et c'était vraiment un très, très, très gros projet. Génial. Alors, tu travaillais pour ce projet, c'est top. Ouais. C'est énorme. Ce qui était intéressant de voir, c'était l'aspect un peu politique, parce que tout le monde un peu se bagarrait, entre guillemets, parce qu'il y avait des potentialités d'aller au César. Et donc, il y avait le HMC qui se bagarrait un peu avec le casting, qui se bagarrait un peu avec les costumes. Et c'était intéressant à voir ce côté un peu politique. Entre les différents pôles. J'aurais pas cru, tu vois, c'est marrant. Tout le monde a envie de se tirer d'avoir. Par exemple, on va prendre. J'avais un moment un comédien qui était super, mais les costumes, ils m'ont dit il est trop gros, il va pas rentrer dans les costumes. Et les costumes, ils sont commandés en Espagne. Et chaque truc est millimétré, etc. Et donc, il a fallu, je crois qu'on l'a fait travailler quand même, ce monsieur, parce qu'il était super. Mais voilà, il a fallu un peu se bagarrer avec les costumes, qui n'étaient pas très contents, parce qu'ils étaient un peu déçus. Ou alors, des fois, les costumes, ils ont ce super habit ou ces superbes robes, mais personne ne rentre dedans. Donc, des fois, on les aide un peu en disant, voilà, vas-y, donne-moi les mensurations, et puis je vais voir si je peux trouver quelqu'un pour utiliser ton super costume. Ah ouais. Donc ça, c'était assez intéressant à voir. Ou telle personne elle était trop grosse pour les perruques. Des trucs comme ça. C'est étonnant. Donc ça faisait partie il fallait prendre en compte, quoi. Et tu penses pas qu'il y a, alors sans juger évidemment, mais qu'il y a un peu de la grossophobie dans ce métier, un peu par rapport à... Non. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu es là comme pour juger malheureusement un peu le physique en plus du talent. Parce que le réalisateur ou les réalisatrices ou le metteur en scène cherchent un physique particulier, parfois. Non. C'est vraiment purement technique, où il y a plus, en fait, comme soit c'est des costumes qui sont déjà anciens, ou alors qui sont faits sur mesure de base. Donc, ils commandent en amont des tailles plutôt standards, en fait. Donc, dès qu'il y a des gens qui vont... être trop gros ou trop fin, ça marche aussi, bien sûr, dans les deux sens. Ça va ou trop grand, ou trop petit, etc. Bien sûr. Ça peut être embêtant. Et ça arrive souvent où on a des comédiens qui sont super, mais qui sont grands, et où ça peut justement soit poser problème. Donc il faut potentiellement changer de comédien, ou alors faire vraiment un effort sur les costumes, et ça coûte plus cher, etc. Bien Donc, sûr. faut que la production elle soit prête à... Bien sûr. C'est toujours une histoire d'argent. Et oui, toujours.
avant d'attaquer mes deux dernières questions, il y a une qui me taraude. Ça va un peu dans la même lignée. C'est est-ce qu'il y a, tu peux nous raconter le dernier projet dans lequel tu as pu travailler parce que du coup, on explique, hein, l'épisode est diffusé du coup mi-avril 2026. Du coup, tu es sûrement en train de travailler sur un cast qui va avoir lieu ou qui a lieu ou qui sera déjà passé. Voilà, quel est le truc sur quoi tu bosses en ce moment? Tu bosses en ce moment et ça consiste en quoi? Ouais, alors là, je travaille sur un. Enfin, j'ai quasiment fini. J'ai envoyé mon casting, en tout cas, au réalisateur. Ouais, Et quand c'est comme ça, bah, j'attends son retour pour voir si on fait des callbacks, justement, où il est présent. Et donc voilà, je suis là. super. C'est un long métrage qui va se tourner en été 2026. T'as le droit de donner le nom? Bah, Pas tout à fait. C'est je pas encore sais sûr. pas, ouais, Le nom quand c'est définitif comme n'est ça, pas- ouais. D'accord. Ça s'appelle, bah, je vais te dire, ça s'appelle Des objets qui voyagent, D'accord. mais je sais pas si ça s'appellera comme ça et que bah, ça sortira. Ok. D'accord. Donc c'est un film qui est un long métrage pardon, qui est français. En fait, il y a 3 productions Mhm. français, espagnol et sénégalais. Ah ouais. Et ça va se tourner beaucoup au Sénégal. Donc là, c'était particulier, donc il fallait des Français mais qui parlent Wolof. Waouh. Ah oui. Particulier évidemment, et les 3 rôles principaux, genre 18-20 ans, Mhm. euh, des jeunes hommes, voilà, c'est sûr, des Sénégalais qui veulent aller en Espagne, en Europe, et c'est donc toute l'histoire avant leur départ. D'accord. Ok. Donc très intéressant. Donc j'ai fait un mix de cast sauvage et de passer par les agents. Ok. J'ai essayé aussi de passer par des agents sénégalais. J'ai un peu tout cherché parce que c'est pas facile à trouver. Mm. Enfin, Est-ce que tu as dû aller au Sénégal pour trouver? Non, Non. T'es non, resté avec en France? Internet, ça marche très Ouais. bien. Du coup, tu fais du casting virtuel? Comment ça se Ouais, quand passe? c'est comme Ouais. ça, Ok. ils envoient leur bande démo. Et puis D'accord. ensuite, Ok. mais je sais pas comment ça va se passer parce que, comme je t'ai dit, j'ai envoyé Oui. Bah, t'attends le verdict. les Ouais. informations, voilà, les sûr. bandes démos justement de ceux qu'on n'a pas vus en direct. Mhm. Et puis on verra si ça l'intéresse, si jamais il veut qu'on rencontre vraiment les gens. Mhm. Je pense que oui. Après, est-ce que moi je vais aller sur place? Je pense pas. Je pense que quand c'est comme ça, lui de toute manière, le réalisateur, il va aller au Sénégal à un moment et donc pour faire des repérages, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, il rencontrera les comédiens que je lui ai présentés, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant. Trop C'est bien. intéressant. Trop bien, trop bien. Je parlais pas Wolof, donc il fallait qu'il joue en Wolof, mais je comprenais Ah pas. ouais, c'est pas évident de juger Ouais. une langue que tu ne connais pas. Donc j'ai triché, je leur ai fait jouer une fois en français, une fois en Wolof. Ok. Comme ça, je pouvais voir. Parce que Ah sinon, ouais. C'est dingue. ouais, c'était pas mal. Ah, super. Et là, ma dernière question. Et oui, ça y est, on arrive déjà à la dernière question de cet épisode 8 de la 8. Oh là, je vais y arriver. Épisode 8 de la saison 2. Merci déjà à tous d'écouter encore ce podcast et de me soutenir via les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite évidemment à suivre la page d'Instagram à les.théâtre.podcast. Ma dernière question, elle est simple, c'est quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait faire le même métier que toi? Alors, c'est un métier, comme beaucoup de métiers dans le cinéma, c'est des rencontres. De toute façon, voilà, on va vous le dire plein de fois. Mhm. Rencontrer des gens. Je pense que pour tous les métiers du cinéma, il faut être au bon endroit, au bon moment et être prêt. C'est vraiment les 3 trucs. Donc voilà, il faut se préparer pour être prêt, quoi. C'est-à-dire, aller au ciné, aller au théâtre. Moi, j'ai fait comédien, mais on n'est pas obligé d'être comédien. C'était la deuxième question surprise que j'allais te demander. Ouais. Est-ce que ton métier de comédien de base, est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour pouvoir faire ce métier de directeur de casting, ou est-ce que
C'était pour toi, c'est pas forcément utile ou, Moi, je pense que ça m'a aidé parce que je me mets à leur place. Donc, je suis on me considère comme quelqu'un qui traite bien les comédiens. Parce que j'ai été comédien. Il y a beaucoup de dircastes ou de chargés de figure qui n'ont jamais fait ça et donc peut-être qu'ils vont plus avoir peur entre guillemets des comédiens, des figurants. C'est ce qui peut te distinguer aussi par rapport aux autres directeurs de casting, c'est que tu connais le métier. Ouais, voilà, exactement. Donc toi aussi, tu as aussi passé des castings, toi aussi, tu as été à la propre situation. Et c'est aussi comme ça que tu peux les conseiller. Ouais, et puis pour la direction d'acteur aussi, parce Évidemment. que c'est tout un art de donner des directions à un comédien, réussir à lui parler. De toute manière, quoi que tu lui dises, lui, il va traduire dans ses propres mots comme ce que tu vas lui dire. Mais il y a quand même une manière de... J'ai déjà entendu les directeurs de casting dire faut que tu sois plus charismatique. Donc c'est le genre de conseils qui peuvent être compliqués pour les comédiens à dire qu'est-ce que je fais pour être plus charismatique. C'est ça, puis ça peut pas détruire une carrière, mais ça peut dézinguer quelqu'un, c'est pas très agréable, quoi. Donc, oui. Après nous, ça peut vraiment le déstabiliser, donc. C'est particulier parce qu'on est censé juger quand même. Enfin, mais oui, non, mais c'est vrai. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des métiers artistiques, donc il y a beaucoup de j'aime, il y a du j'aime pas. Il y a quelqu'un qui va dire j'adore ce film et quelqu'un qui va dire ce film était vraiment nullissime. Pareil pour les directeurs de casting qui vont dire ce comédien est génial, l'autre il va dire ce comédien est nul. Du coup, il faut réussir à. C'est pour ça que si on se met, quand tu es comédien, dans la position de je viens collaborer, proposer mes services, si ça match, c'est cool, si ça match pas, c'est pas grave. C'est super. Mais il faut arriver à ce niveau de confiance de soi-même. Voilà, il faut être à un tel niveau où réussir à atteindre ce truc-là, quoi. Et donc, attends, je vais revenir à ce que tu me disais sur qu'est-ce que je conseille. Je sais pas trop. Parce qu'il n'y a pas trop... Il y a des formations, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu fais la formation que tu vas être dircast. Il faut réussir à rencontrer peut-être s'ouvrir aussi à la culture en Allemagne. Comme tu disais, sortir, aller au théâtre, aller au cinéma, ou peut-être sur des plateaux télé, je sais pas. Mais et puis oser aller vers les gens, s'intéresser aux gens, être plus humain aussi. Oui. Il faut être observateur, il faut... Moi, je pense que c'est vraiment ça, genre être au bon endroit, au bon moment, être prêt. Voilà. C'est ça, mais... super. Écoute, ça sera le mot de la fin. Ça marche. Merci beaucoup Clément. C'était très agréable de pouvoir discuter avec toi de ton métier. En tout cas, moi je sais que ça m'interpelle beaucoup parce qu'évidemment c'est quelque chose que j'ai apprécié beaucoup dans le passé et j'ai hâte de reprendre cette casquette un jour pour d'autres projets. Donc merci beaucoup et je te dis à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter et en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre!